Bonjour à tous. Je vous remercie donc d'avoir invité l'ARS à participer donc à cette journée sur l'utilisation des données géographiques. Donc en fait, notre présentation va être un petit peu aux antipodes de la précédente, puisqu'effectivement notre intervention n'est pas du tout sur le champ de la recherche, c'est plutôt sur une utilisation très appliquée et des données qui sont à notre disposition. Et donc aujourd'hui, nous avons fait le choix de vous présenter leur utilisation dans le cadre de l'activité de soins sur la cancérologie, puisque c'est effectivement une intervention en lien avec le cancéropôle, sachant qu'en fait la question des dépistages est étudiée dans l'intervention suivante menée par Monsieur Rican. Donc juste en quelques mots, et ça va être très rapide, juste le périmètre d'intervention de l'ARS et quelques rappels quand même sur la planification de l'organisation des soins et notamment sur la cancérologie pour qu'en fait on puisse vraiment partager nos travaux et nos interrogations à l'issue de ces travaux. L'ARS en quelques mots, l'ARS c'est une agence en fait d'implantation récente qui date finalement des débuts des années 2010 et dont la vocation il y a une représentation territoriale forte puisqu'il y a des directions départementales dans chaque direction, dans chaque département, et dont l'objectif est de mettre en place la politique de santé dans la région. Et donc, on a fait deux grands types de missions. Donc, le pilotage de la santé publique, qui est toute la veille, la sécurité sanitaire, l'observation de la santé, la gestion des crises et les actions de prévention et de promotion de la santé. Et d'autre part, et c'est sur ce champ-là plutôt qui est axé notre présentation aujourd'hui, sur la régulation de l'offre de santé, qui s'exerce en fait sur tous les secteurs ambulatoires, hospitaliers ou médico-sociaux. Et donc, aujourd'hui, en fait, on sera plutôt sur le champ hospitalier. Et dont les objectifs, en fait, c'est de répondre aux besoins de la population, faciliter l'accès aux soins, d'assurer la qualité et la sécurité des prises en charge. Et en fait, dans ce cadre, on a quelques leviers, et notamment réglementaires, qui sont les autorisations et les contractualisations avec les établissements concernés, et en l'occurrence aujourd'hui dans la présentation, les établissements sanitaires. Donc du coup, en fait, l'ARS élabore en lien avec les professionnels de santé, les usagers et les représentants de toutes les collectivités la politique régionale de santé. Et cette politique, elle est traduite en fait au travers d'un document qui est le projet régional de santé, qui est refait en fait tous les 5 ans. Donc actuellement, on est au cours du PRS 2, qui couvre la période 2018 mi-2023. En fait, ce document comprend 3 parties, un cadre d'orientation stratégique à 10 ans, le schéma régional de santé qui décrit l'organisation à mettre en œuvre sur les 5 ans, et un PRAPS qui est le programme d'accès aux soins des personnes les plus démunies, effectivement, pour ne pas oublier les personnes les plus en difficulté. Donc, concernant plus précisément en fait la cancérologie, donc la cancérologie fait en fait partie des activités soumises à autorisation et qui sont très fortement encadrées et assez précisément encadrées. Il y a quelques activités comme cela au plan national, comme les activités de greffe, les activités de néphrologie et donc les activités de cancérologie, sachant que pour beaucoup d'activités, les textes sont très anciens. Donc, nous, on a la chance, effectivement, d'avoir un cadre juridique fort et qui nous permet d'avoir des leviers, notamment sur l'organisation des soins. Donc, ces décrets datent de 2007. Ils autorisent des modalités, chirurgie, radiothérapie, chirurgie. Et ils assortissent ces autorisations d'un certain nombre de mesures qui sont quantitatives, avec le respect de seuils réglementaires qui sont variables en fonction des activités, et de mesures transversales de qualité qui sont majeures, qui sont comme la pluridisciplinarité de la décision thérapeutique, l'annonce du diagnostic pour qu'elle soit mieux conduite aux patients, et l'accès notamment à tous les soins de support et les soins palliatifs. Donc, en termes de planification, ça a donné en région Île-de-France, donc après la publication des décrets, on a identifié ce qu'on appelle les OCOS, c'est des objectifs quantifiés de l'offre de soins. Donc, dans l'ancêtre en fait du PRS, qui s'appelait le schéma régional d'organisation des soins. Donc, en fait, dans ce document, en concertation avec les partenaires et les usagers, on prévoit les implantations d'activités. Ensuite, en 2009, les établissements déposent, les promoteurs déposent leur demande d'autorisation. On autorise, l'ARS autorise. Et ensuite, il y a un processus qui se met en place avec des visites de conformité pour s'assurer que les activités sont bien menées en conformité avec les exigences réglementaires. Et ensuite,
des procédures d'évaluation qui permettent le renouvellement des autorisations tous les 5 ans. Et donc, on a mené 2 procédures de renouvellement d'autorisation en 2014 et 2019. Et donc, dans le cadre de ce dispositif, en fait, ça a permis, donc, préalable à ces décrets, en fait, il y avait uniquement l'activité de chimiothérapie qui était identifiée au travers d'hôpitaux de jour. Et donc là, en fait, ça a permis donc d'identifier pour les différentes modalités concernées 541 modalités en 2009. Et on voit qu'avec les procédures successives, finalement, on observe une contraction de l'offre, hein, puisque finalement on retire 22% des autorisations en une dizaine d'années. Et ces retraits d'autorisation ou ces arrêts d'activité sont liés d'une part à des promoteurs qui n'ont pas forcément été en capacité de mettre en œuvre les exigences qualitatives ou quantitatives, et d'autre part, des constats de non-conformité de la part de l'agence de certaines activités. Et donc, on voit bien la difficulté, en fait, de la mise en œuvre de ces textes qui sont que leur existence est tout à fait légitime, mais qui sont finalement compliqués à mettre en œuvre à l'échelle de notre région. Et donc là, juste, c'est le détail du tableau précédent par modalité autorisée, mais également par département. Et ceci permet de voir qu'en fait, toutes les modalités sont concernées et tous les départements sont concernés par ces difficultés de mise en œuvre. Et donc, on voit bien que finalement, on est confronté à un double enjeu, celui de l'enjeu de la qualité et de la sécurité des prises en charge, mais également un enjeu avec un risque d'éloigner les lieux de prise en charge des patients de leur lieu de vie. Et donc, par rapport aux missions de l'agence, ça, c'est un véritable problème parce qu'effectivement, on se doit de mener une politique la plus territoriale et la plus en proximité possible. Donc, en fait, au regard de ces éléments, finalement, on mesure et on réalise un certain nombre d'analyses au fil du temps, qu'on itère, lorsqu'on fait les bilans des PRS et puis qu'on fait les PRS suivants. Et donc, on fait en gros différents types de travaux sur les 3 modalités qu'on peut suivre actuellement. D'une part, à partir du PMSI sur les activités de chirurgie et chimiothérapie, puisqu'elles sont bien décrites et que tous les opérateurs autorisés sont soumis au PMSI. Et par contre, sur la radiothérapie externe, les cabinets libéraux n'étant pas soumis au PMSI, mais représentant quand même 50% d'activité dans notre région, on réalise une enquête déclarative annuelle pour pouvoir suivre ces activités. Donc, c'est ces travaux-là qu'on va vous présenter rapidement. Donc, sur la chimiothérapie. Donc, déjà, donc, en préambule, pour chaque modalité, finalement, 3 modalités, on va vous présenter dans le contexte dans lequel on est. Donc, sur la chimiothérapie, on est dans un contexte quand même de forte évolution de l'activité, puisque, donc là, on est sur des files actives de patients et on voit en fait que les files actives de patients en moins de 10 ans augmentent de plus de 10%, ce qui est beaucoup pour un système de santé. Et donc, cette augmentation porte sur les 2 grandes catégories de patients qui sont soumis à chimiothérapie. D'une part, les hémopathies, donc qui sont les maladies, les cancers du sang, et qui sont pris en charge dans les services d'hématologie, et d'autre part les tumeurs solides, donc les cancers des organes, qui sont pris en charge soit en oncologie, soit pour à peu près 70% d'entre eux, soit par des spécialistes d'organes, donc en pneumologie, gastroentérologie, mais il y a une compétence en cancérologie pour 30% d'entre eux. Donc déjà notre première conclusion donc sur la mise en œuvre du dispositif d'autorisation, c'est qu'on voit que l'activité est quand même bien centrée sur les activités sur les établissements qui sont autorisés, et que au fil des années, finalement, on éteint complètement la pratique de la chimiothérapie pour cancer dans les établissements qui ne détiennent pas d'autorisation. Et donc vous voyez, en 2019, on a plus de 28 patients qui sont pas dans le dispositif, sur en fait plus de 50 000 patients. Le deuxième sujet qu'on suit, c'est l'asymétrie d'organisation. En fait, on sait que l'Île-de-France, le centre de l'Île-de-France est très attractif. D'une part, effectivement, parce que elle est plus peuplée, parce que la grande majorité des établissements de santé et des équipes les plus dynamiques, dans les files actives les plus importantes sont au centre de la région. Et du coup, la force et la puissance, il y a une espèce
d'entretien propre qui fait qu'effectivement cette attraction du centre se poursuit. Donc en fait, elle est mesurée effectivement au travers donc de ces deux tableaux. Donc le premier tableau, c'est une vue du nombre de patients ayant eu un traitement de chimiothérapie et résidant dans le département, alors que le deuxième tableau, c'est une vue de l'activité des sites de traitement dans les différents départements. Donc ainsi, on peut voir que si Paris représente en fait 17% de la file active à traiter par chimiothérapie en Île-de-France, Paris traite en fait 35% de la file active régionale. C'est le même constat en fait d'attractivité pour les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Et on a par exemple l'exemple de la Seine-Saint-Denis qui, à l'inverse, représente 10% de la file active à traiter, mais en fait ne traite que 5% de la file active régionale. Donc la symétrie, elle est forte. Et on voit qu'en fait, elle persiste parce que sur les 10 dernières années, en fait, c'est extrêmement constant. Et donc, finalement, le dispositif de mise en œuvre n'a pas réussi à inverser un peu le processus. Donc, la deuxième donnée qu'on regarde dans ces analyses, c'est le taux d'autarcie. Donc, le taux d'autarcie, c'est la part de patients qui est traitée dans le département de résidence. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est que pour la chimiothérapie, en fait, ce taux varie de 40% dans le 93 à 80% dans Paris. Donc, ce taux finalement est assez stable dans le temps pour la moitié des départements et qu'il a tendance à diminuer pour l'autre moitié des départements, mais qui n'augmente finalement pas vraiment dans un territoire donné. Donc, il faut quand même relativiser ce constat de stabilité parce qu'en fait, on est quand même, comme on l'a vu précédemment, dans un contexte d'augmentation d'activité et que même si les départements n'augmentent pas leur taux d'autarcie, il y a quand même un effort propre pour maintenir ce taux d'autarcie à un niveau constant. D'autre part, finalement, ça nous permet de constater qu'il y a une mobilité intrarégionale qui est très importante pour cette modalité de chimiothérapie, que le planificateur aurait voulu finalement plus en proximité du domicile du patient. Et effectivement, on voit que le dispositif d'autorisation ne modifie pas en profondeur ces flux. Donc, sur la chirurgie des cancers, donc on a en fait 6 modalités chirurgicales qui sont soumises à autorisation avec des seuils minimaux d'activité. Donc, on voit que pour toutes ces modalités, pour 5 de ces modalités, il y en a une augmentation de l'activité, du volume d'activité à couvrir au plan régional. Et en fait, mais par contre, on voit une baisse de l'activité sur l'activité chirurgicale d'ORL maxillofaciale. Et en fait, cette baisse n'est pas liée à la baisse du nombre de la baisse de la file active globale de patients ayant un cancer ORL maxillofacial, mais bien au développement de la chirurgie mini-invasive qui n'est pas intégrée dans le calcul du seuil selon la méthode INCA et des alternatives à la chirurgie. Et c'est sans doute la discipline sur laquelle il y a le plus de mutations en ce moment. Et donc, ce qui explique en fait la baisse de ce taux. Donc, si on regarde donc l'efficacité du dispositif d'autorisation sur l'activité non autorisée sur la chirurgie, donc là, vous avez en fait les taux pour chacune des modalités. Je vais juste vous présenter le taux global, en regroupant effectivement les 6 modalités. Et en fait, on voit que ce taux était de 5% en 2010, il est de 2,5% aujourd'hui. Et donc, il a été diminué de moitié. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, le dispositif est bien mis en place. Donc, cette activité résiduelle qui a lieu dans des établissements qui ne détiennent pas les autorisations concernées pour l'activité n'est pas forcément illégale, parce qu'il peut s'expliquer en partie, donc d'une part par des diagnostics incidents, c'est-à-dire que le patient vient pour un sujet et finalement au cours de sa prise en charge on diagnostique un cancer, ce qui n'était pas attendu. D'autre part, dans le cas des prises en charge en urgence, et c'est le cas notamment pour les tableaux digestifs aigus, chirurgicaux, au cours desquels effectivement on diagnostique un cancer. Et le troisième cas de figure, qui n'est pas non plus illégal, c'est pour les prises en charge croisées multi-actes, c'est-à-dire qu'au cours d'une même intervention qui par exemple porterait sur la chirurgie pelvienne, il y a aussi un acte sur un nodule péritonéal ou contigu au tube digestif. Et effectivement, cette activité
apparaîtra également sur le tube digestif dans l'activité PMSI de l'établissement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut quand même se méfier des constats effectivement qu'on a parfois dans la presse, en disant qu'on a une pratique illégale de la chirurgie qui persiste, et en fait, elle est extrêmement faible en Île-de-France. Donc si on regarde maintenant pour la chirurgie les taux d'autarcie, la situation est contrastée. On voit que pour un certain nombre de départements, ce taux est stable, hein, et pour d'autres, en fait, eh bien, on voit qu'il diminue. C'est notamment le cas pour les départements qui sont plus en périphérie de la région, le 77 et 78, et également pour le 93. Hein. Donc, dans le tableau d'en dessous, en fait, c'est la même information, donc c'est le taux d'autarcie, mais qui est finalement détaillé pour chacune des modalités par département. Et on voit effectivement que tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne, hein, et qu'effectivement, il y a vraiment des problématiques sur certains départements. Par exemple, si on prend l'exemple de la gynécologie, on a des moins 10% dans le 91, des moins 18% dans le 93, ce qui pose vraiment question sur l'accès en proximité finalement de certaines thérapeutiques. Donc, si maintenant, maintenant, on va faire effectivement un petit focus sur la radiothérapie externe. Et donc, pour la radiothérapie externe, on a essayé d'aller un petit peu plus loin que les frontières départementales, hein, parce que finalement, ces frontières sont administratives, et donc les flux entre départements, quand ils sont très limitrophes, n'ont pas forcément un sens négatif dans l'interprétation. Et donc, pour essayer de passer outre ces frontières administratives, on a voulu travailler sur le suivi des temps d'accès au centre de radiothérapie. Et donc, avant de vous présenter ces résultats, juste quelques éléments aussi de contexte. Donc, on est sur une activité qui est avec des besoins qui augmentent très fortement, hein, puisqu'on voit que les files actives traitées ont fortement augmenté sur la période couverte. En 10 ans, on a plus 21% de patients traités en radiothérapie en Île-de-France. Qu'on est aussi dans un contexte de réorganisation très fort, hein, puisqu'en 2011, on avait quand même le tiers du parc de l'activité de radiothérapie externe qui était non conforme. Et donc, la région a fait l'objet d'une mission IGAS, et que, au travers de cette mission IGAS qui portait des recommandations de forte réorganisation, on a donc effectivement fortement réorganisé la région, et notamment, on est passé de 30 centres de radiothérapie à 26 centres de radiothérapie, ce qui est quand même beaucoup en termes de contraction de l'offre. Donc, cette contraction était suivie finalement d'une confirmation des centres qui persistaient, une meilleure pérennité, et donc les investissements ont pu être reportés par les structures, et du coup, on a une activité maintenant de radiothérapie externe en Île-de-France qui est tout à fait à niveau par rapport aux autres régions, et voire très innovante sur certains sites. Donc par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une asymétrie extrêmement importante en termes d'équipement, hein, puisque Paris possède 28% des accélérateurs, alors que par exemple, Paris représente en gros 18% de la population francilienne, et à l'inverse, effectivement, le 93 détient 5% des équipements pour 11% de la population francilienne. Et donc, on est dans une asymétrie d'offres qui est importante, malgré le fait que l'ARS, depuis 2010, veuille porter, notamment sur la question de la radiothérapie externe, une rééquilibration des forces. Et donc, ça a marché dans certains départements, puisque finalement, en 77, on a réussi effectivement à rééquiper des centres. Ça a marché en 78, parce qu'à un moment donné, on n'avait plus du tout d'équipement en 78, et maintenant, il y a 2 centres dynamiques. Mais pour autant, dans certains territoires, on n'a pas réussi à rééquilibrer le mouvement. Donc, sur cette carte, vous voyez en fait la mobilité intrarégionale, hein, puisqu'en bleu, sur cette carte est représenté l'ensemble des centres de radiothérapie. En bleu, c'est en fait le taux de l'activité autarcique finalement du centre de radiothérapie, donc la réponse aux besoins du département, et en violet, l'attractivité hors département. Et on voit donc effectivement qu'elle est très variable d'un département à l'autre, hein, allant de 30% à 70% en fonction des départements. Donc ensuite, on a mené une étude sur
sur les temps d'accès routier au centre de radiothérapie. Donc, il s'agit donc à partir de l'enquête déclarative menée par l'ARS. Donc les temps de déplacement domicile centre de radiothérapie ont été effectivement calculés grâce aux distances symétriques que je pense vous connaissez. Donc qui mesure en fait des distances et des durées théoriques de déplacement du chef-lieu du canton de la commune d'origine au chef-lieu de canton de la commune d'implantation du centre de radiothérapie, mais qui présente certaines limites, puisque quand le déplacement est au sein d'une commune, et ben ce temps et cette distance sont égaux à 0, et Paris, chaque arrondissement correspond à une commune. Et donc en fait, nous avons procédé à la moyenne entre le temps de trajet aller en heure creuse et le temps de trajet en heure pleine. Donc en termes de résultats, donc ça, c'est les temps de parcours aussi de radiothérapie externe selon le département de résidence du patient. Donc c'est les résultats en 2020. Donc la moyenne régionale est de près de 29 minutes et on voit que finalement les temps sont très variables d'un sous-territoire à l'autre. Et donc les couleurs jaune, vert clair montrent des délais de moins d'1 minute, et plus on s'éloigne du centre de la région, plus ces délais augmentent pour arriver vers le violet cramoisi, qui représente en fait des délais de 38 à 43 minutes. Donc maintenant, si on regarde l'évolution de ces délais dans le temps, donc on a comparé donc les délais d'accès de 2014 à 2020. Et donc sur cette carte, on voit donc ce qui est représenté en blanc, c'est les territoires pour lesquels ces délais n'ont pas bougé. En vert, ceux pour lesquels ils se sont améliorés, donc c'est tout le sud de la région. Et en rose, ceux pour lesquels les territoires se sont aggravés, avec en rose foncé, en fait, 2 territoires sur lesquels on a vraiment une évolution, une augmentation de ces délais qui passent en fait sur le territoire de Bobigny en Seine-Saint-Denis de 19 à 30 minutes et sur celui de Créteil de 22 à 25 minutes. Et donc les 2 diapositives suivantes en fait présentent un focus sur ces 2 territoires où les temps d'accès se sont aggravés. Donc sur la Seine-Saint-Denis, en fait, ceci est lié, en fait, effectivement, du fait des non-conformités. L'ARS a mené donc une fermeture de centre en 2012, pour lequel elle a essayé cette fermeture devait s'accompagner de coopération avec les centres qui persistaient dans le département. Ces coopérations étaient complexes à mener. Il y a eu des retards d'équipement. Et donc, effectivement, du coup, on mesure le retentissement sur ce département. Et puis en même temps, il y a effectivement une concurrence forte de Paris, qui est quand même pas si éloignée effectivement du 93. Concurrence importante également d'une structure du 93 qui est en limite d'une structure du 95 qui est en limite du 93. Puis on est ici également dans un sous-territoire pour lequel l'activité est plutôt en décroissance plutôt qu'en augmentation. Donc sur le 94, l'explication. Alors sur le 93, on était en plus sur un taux d'autarcie très bas à 40%. Sur le 94, on est quand même sur un taux d'autarcie qui est beaucoup plus élevé, qui est de 60%. Donc finalement, l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Pour autant, on voit que l'aggravation des délais d'accès s'observe sur le territoire de Créteil et effectivement sur un territoire en forte croissance de besoins, avec 2 centres de radiothérapie qui à ce jour, n'ont pas réussi à augmenter, qui vont augmenter dans les années à venir, c'est prévu, mais qui n'ont pas fait jusqu'à présent leur nombre d'accélérateurs. Et finalement, on est dans une offre contrainte. Et du coup, effectivement, le relais a été pris par des sites un peu plus éloignés. Donc, en conclusion, il me paraît effectivement difficile finalement de mesurer l'impact de la mise en œuvre du dispositif d'autorisation. On voit bien qu'on est dans un contexte d'augmentation d'activité globale, donc tout cela c'est à prendre en compte. Donc il y a quand même un impact très positif qui est par la quasi-disparition des activités non autorisées. Également qu'il n'y a pas d'aggravation forte des fuites vers d'autres départements malgré la baisse du nombre d'autorisations d'un certain nombre de départements. Par contre, ce dispositif, effectivement, semble insuffisant pour lutter, en fait, contre l'attractivité très forte du centre de la région et remettre, effectivement, les prises en charge plus en proximité du domicile des patients. Donc, les limites du travail, donc, sur la chirurgie et la chimiothérapie, c'est que ça ne prend pas en compte les flux entre départements limitrophes, qui ne sont pas forcément des fuites. Et l'autre grande difficulté, c'est qu'on est dans un périmètre évolutif avec des évolutions techniques et thérapeutiques fortes, et on voit notamment sur l'ERL avec le développement du mini-invasif et des alternatives pour la chirurgie.
Et donc, en perspective, ce dispositif d'autorisation, bien qu'il soit récent, va subir de fortes évolutions dans l'année, puisqu'il y aura une publication de nouveaux décrets qui vont prévoir une gradation plus précise des prises en charge pour effectivement permettre plus de proximité, mais garantir l'accès à l'expertise et au recours, avec un relèvement modéré des seuils d'activité. Donc, je vous remercie pour votre attention, votre invitation, et puis surtout aussi aux collègues, aux collègues qui ont réalisé ces travaux au sein de l'agence. Merci à vous.